Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour pour une nouvelle revue de presse mensuelle d'Écosciences Pays de la Loire. Aujourd'hui, on va parler de chats domestiques et de biodiversité et notamment l'impact du chat sur la biodiversité. On va aller réagir ensemble sur des contenus autour de ce sujet-là. Et puis voir un peu en fait finalement est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, est-ce que le chat a véritablement un impact énorme sur la biodiversité, est-il le plus grand ennemi de notre biodiversité? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. J'ai fait une petite sélection de vidéos et d'articles sur le sujet, mais je vous en parlerai après. Mais avant de commencer, je me suis dit que ce serait chouette de faire un point sur la programmation comme habituellement, la programmation du mois de mars et la programmation du mois d'avril. Il y a pas mal de choses qui vont se passer, dont je vais faire un petit teasing aujourd'hui d'un projet qui est qui est en cours de mise en place, mais je me suis dit que ce serait chouette de le teaser aujourd'hui. Et puis les événements du mois prochain, enfin les lives du mois prochain, on a aussi un live spécial le mois prochain. On aura aussi une émission de l'eau dans le gaz et puis comme d'habitude une revue de presse. Mais on va passer tout de suite à ce sujet-là. Alors, hop. Ah, c'est parfait, j'ai déjà prévu le coup, ma programmation est déjà là. Alors évidemment, elle va être amenée à évoluer puisque, comme vous pouvez le constater, je n'ai pas encore la date définitive d'un des événements. Mais bon, évidemment, aujourd'hui, on commence le mois, aujourd'hui, le 6 mars, avec une revue de presse, comme habituellement. On se retrouvera pour la prochaine le 10 avril à 15h, toujours même heure, toujours le mercredi. Évidemment, comme d'habitude, je n'ai pas encore le sujet de mon émission, le sujet de la revue de presse, puisque je fais en fonction de ce que je vois sur les réseaux sociaux. Mais gros teasing, grosse nouvelle émission, nouveau concept. On ira se balader dans les couloirs du Muséum de Nantes, fin mars, avec les médiateurs et les médiatrices du muséum. Salut Webgy, ça va? Donc j'ai très 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 hâte d'aller au muséum, ça va être très très chouette. J'ai très hâte de faire découvrir. C'est du teasing. La date arrive bientôt, mais du coup l'idée c'est de vous emmener à la découverte du muséum, des expositions, des expositions permanentes, en tout cas les galeries permanentes, et puis découvrir la nouvelle exposition dont je vais vous parler tout de suite après, et puis peut-être aller aussi dans des endroits qui ne sont pas accessibles habituellement au grand public. J'espère que vous avez hâte de découvrir tout ça. L'idée avant tout c'est de permettre à plein de gens d'aller découvrir un lieu de culture scientifique. On est équipé pour du live en mouvement. Ça taffe. On s'est équipé. C'est aussi un test. Parce que l'idée, c'est de faire donc un live IRL. Voilà. Dans d'autres lieux de culture scientifique. Pour l'instant, on commence avec le Muséum de Nantes parce que c'est un lieu qui est... Voilà, on doit dire que c'est un super beau lieu. Et donc, l'idée, c'est de faire ça là au Muséum de Nantes et puis potentiellement faire ça dans d'autres lieux de culture scientifique. Donc oui, on s'est équipé. On commence un petit peu à avoir du matériel. Donc le stabilisateur notamment. Et puis, on fera comme tout bon streamer. On va y aller avec un téléphone et potentiellement et normalement nos petits micro-cravates pour avoir le meilleur son possible. Mais voilà, si vous voulez être au courant de la date, ce sera la dernière semaine de mars, mais à partir de 19h, pendant à peu près 2 heures. Donc une petite nocturne, on teste aussi la nocturne.
Salut. Yes, avec plaisir. Et d'ailleurs, du coup, ça me permet d'enchaîner vite fait sur un truc qui est la nouvelle exposition du muséum, puisque aujourd'hui on parle biodiversité, mais la nouvelle exposition du Muséum de Nantes, nouvelle création et dernière exposition avant la fermeture du musée à la fin de l'année pour des travaux de rénovation. C'est Trésor et biodiversité, mais je vais vous montrer ça tout de suite. Hop. Bah alors, ça bug. Normalement, ça devrait marcher. Pourquoi ça marche pas ? Alors attendez 2 secondes. Je sais pas pourquoi ça marche pas. Je remets ça et je gère. Ah voilà, c'est bon, ça marche. Ça fonctionne. Hop. Trésor et biodiversité, la nouvelle exposition au Muséum de Nantes. Donc si vous êtes dans les parages, si vous habitez en Pays de la Loire, c'est l'occasion d'aller voir. Pour information, pour ceux qui s'intéressent, l'inauguration est demain à 18h. Donc j'y serai personnellement pour la découvrir. Donc voilà, la nouvelle exposition création originale du Muséum de Nantes. Et puis bon, pour ceux qui ne sont jamais allés là-bas, c'est l'occasion aussi de découvrir. En tout cas, elle a l'air particulièrement belle. Les photos donnent très très envie. Je pense que ça va être très très sympa à suivre et à découvrir. Donc voilà, soirée de présentation le jeudi 7 mars à 18h. Et donc même en présence de la maire de Nantes, c'est de la présidente du Nantes Métropole. Donc... j'ai jamais, il est vraiment top. Je suis jamais allée, donc je vais découvrir demain. J'ai très hâte, ça va être chouette. Je pense que ça va être sympa la soirée de demain soir. Et puis du coup, ça va me donner aussi l'occasion d'aller voir un peu le musée et voir qu'est-ce qu'on va pouvoir y faire. Ah oui, l'expo avec les animaux fantastiques. Il me semble que c'était l'année dernière. Du coup, c'était sur l'anatomie des animaux imaginaires, je sais plus. Attends, je vais essayer de la retrouver parce que elle était sur Écosciences et mais c'est un ancien événement, donc faut que je le retrouve. Est-ce que le muséum a publié récemment ? Je vais le retrouver. Muséum de Nantes. Nantes Université. Je sais qu'ils ont déjà publié sur Écosciences, donc je vais pas... Faut juste que je les retrouve. Oh. Ah. Trouvé. C'était... Il y avait un crâne de gremlins. Ça, c'est pas mal en vrai. C'est un crâne de dragon, une sirène. Mais je me souviens qu'ils avaient fait... ça avait l'air très très chouette. En fait, j'ai jamais eu l'occasion. Anatomie comparée des espèces imaginaires. C'était ça l'exposition, non ? L'expo sur l'océan, elle s'est terminée il n'y a pas très longtemps. J'essaie de... Ouais. Bon du coup, elle y est plus. Alors, je sais plus si c'était ils doivent le dire si c'était une création ou pas. Ou alors c'était une exposition qu'ils avaient empruntée, mais ils avaient fait aussi, du coup, ils font souvent des conférences autour de leur exposition. Et il me semble que le Labo des Savoirs avait dû faire quelque chose. Enfin, en tout cas, il y avait eu des événements autour de ça. Je pense que ça n'existe plus sur leur site. En tout cas, voilà, c'est un gars qui a fait tout ça tout seul, je crois bien. Ah ouais ? Ah ouais, c'est fou.
parce que s'il y avait des dessins et tout, ça avait l'air d'être un sacré truc. Mais ils ont vraiment des super expos et ils font un vrai taf. Et l'exposition Océan, il me semble que c'était une exposition du Muséum national d'histoire naturelle et qu'ils avaient emprunté. Et elle était disponible jusqu'à là, il y a pas longtemps, puisque je crois. Hein. Oui, c'était début janvier. Il y a un atelier, il travaille peut-être avec d'autres personnes, peut-être. Ah ouais. On va regarder. Anatomie comparée. Ah, c'est issu d'un livre en fait. Je trouve ça vraiment chouette comme concept d'expo et puis enfin voilà pour parler un peu de ce sujet-là, ça avait l'air vraiment top. Ça c'est marrant. Du coup ça a l'air d'être une exposition itinérante qui va un peu partout en France puisque là c'est à Montbéliard donc c'est Totoro quand même, c'est pas mal. Hein. Et les Gremlins. En tout cas, très très sympa. En tout cas, si à l'occasion ça passe dans la région où vous êtes, je vous invite à aller la voir. Donc voilà, le Muséum de Nantes. Donc nous, on se retrouve fin du mois au Muséum de Nantes pour ceux qui n'ont pas l'occasion d'y aller. Le 12 avril, on fait une émission spéciale pour le Forum Sciences Société. Alors, l'idée, c'est qu'on est on est en co-animation avec Wamgi, qui est avec nous sur ce chat. Et en fait, c'est un événement qui est pro, mais qui est professionnel. Mais là, l'idée, c'est de proposer une émission spéciale sur le sujet des transitions, qui est la thématique de la journée, et d'inviter en fait des médiateurs, médiatrices, en tout cas personnes travaillant dans la culture scientifique, pour qui viennent nous parler un petit peu de leurs projets et des projets qu'ils vont présenter en fait durant cette journée. Alors ça va être assez court, ce sera une émission d'1 heure. Mais on va essayer de rendre ça plutôt sympa et puis c'est l'occasion de voir un petit peu l'envers du décor. Et puis du coup de parler d'un sujet que sont les transitions et notamment la transition écologique qui est un petit peu un sujet d'actualité, mais j'ai l'impression que c'est un sujet d'actualité tout le temps. Donc, puisque quand on parle de transition, on ne parle pas seulement de transition écologique, mais aussi de transition sociale, économique, etc. Mais là, on va vraiment partir sur une transition, enfin, sur des questions de transition écologique, je pense. Donc voilà. Et fin avril, je serai de retour pour une émission de l'eau dans le gaz, parce que là, on s'éloigne un petit peu de ce qu'on fait habituellement, enfin voilà. Donc avec un concept qui existe déjà. On se retrouve pour une émission avec Jade Lerouet, qui est doctorante au GRANEM, qui est un laboratoire de l'Université d'Angers, laboratoire d'économie, enfin voilà. Et donc on se retrouve avec elle et on va parler notamment de l'économie des entreprises du numérique. Donc là, on vous prépare une petite émission, je pense, qui va être assez intéressante, notamment parce que le web et l'économie du web est très particulière et puis du coup a pris une place très 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 importante ce siècle, finalement ce début de siècle, depuis les années 2000. Donc l'idée ce serait de discuter ensemble justement de cette évolution, de quels modèles économiques pour les économies du web. Et on va peut-être parler un peu aussi des GAFAM, puisque, enfin voilà, nous sommes actuellement en train de streamer sur Twitch, qui est une filiale d'Amazon. Donc on pourra, je pense, ça peut être intéressant de parler de ce sujet-là. Voilà, donc on dérive un peu. Et puis l'idée, c'est avec un sujet comme ça, on va vers des nouvelles sciences. Donc là, on va parler d'économie. On a parlé de la planète Mars le mois dernier. Désolée pour le son qui était catastrophique, mais voilà,
On a eu quelques petits problèmes et malheureusement le replay n'est pas de super bonne qualité. Mais voilà, mais on va s'améliorer. On est sur la bonne voie. Enfin, en tout cas, j'espère. Donc en tout cas, donc dans les prochaines semaines, on a pas mal de choses qui arrivent. Et donc ce nouveau concept d'émission qu'on a appelé à l'unanimité sélectionné par l'équipe Bruit, enfin l'unanimité. Bruit de savoir. Je sais pas si je dois expliquer le concept, mais du coup l'idée c'est de voilà, comme bruit de couloir, mais on parle de science quoi. Donc voilà, les visuels, les logos, tout ça, ça arrive bientôt. Et puis la date aussi. Je crois que j'ai fini de parler de mes petites histoires. Donc voilà, exposition, pour rappel, du coup, comme j'ai dit au début, nouvelle exposition du Muséum de Nantes qui est disponible depuis le 24 février, avant la fermeture, puisque du coup, le muséum va fermer à la fin de l'année. Et inauguration demain soir. Soirée de présentation, etc. Et évidemment, c'est ouvert. Si vous voulez une invitation, j'ai des invitations. Du coup, on parle de chats et de biodiversité. C'est vrai que c'est la première fois qu'on parle biodiversité et un peu écologie sur cette chaîne. Moi, en tout cas, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Donc je suis très contente de parler du sujet. Pourquoi est-ce que je me suis dit on parlerait de ça? C'est parce que je suis tombée sur une vidéo de la boîte à curiosité qui est sortie il y a 2 jours, quelque chose comme ça, et qui parle justement du chat. Yes, avec plaisir. C'est toi le spécialiste de la biodiversité. Et j'ai trouvé que la vidéo était super intéressante et j'ai trouvé que le sujet était intéressant. Et puis c'est une bonne entrée en matière pour parler un petit peu d'autres choses. Donc avant de commencer dans tout ça, enfin regarder la vidéo et à react à la vidéo, on va regarder une vidéo d'un monsieur du GIEC qui s'appelle François Gemène, qui est assez connu d'ailleurs. Et qui parle justement sur LCI, donc chaîne d'information, et qui dit que, enfin voilà, qui parle du chat et de l'impact du chat, pas que du chat, du chien aussi, enfin en tout cas l'impact des animaux domestiques. Et oui, je trouve que la vidéo est vraiment top. Et du coup, j'ai fait une petite sélection d'articles, enfin voilà, sur le sujet. Non, les gens n'ont pas été sympas dans les commentaires. J'ai vu sur Twitter qu'elle a dit qu'elle avait dû supprimer pas mal de commentaires, notamment des commentaires assez violents. Alors, des commentaires sur son physique, bon ça, voilà, c'est une femme sur Internet. Mais aussi des commentaires violents qui appellent à voilà, tuer des chats, ce genre de choses. Donc c'est un petit peu... pas très très agréable de voir ce genre de choses sur Internet, mais en même temps, voilà. Je crois d'ailleurs quand même que c'est une vidéo qui a plutôt bien marché, on va regarder tout à l'heure, mais elle a passé les 100 000 abonnés, donc félicitations à elle. Mais en tout cas, ça avait pas l'air super réjouissant comme commentaire. Enfin, en tout cas, tout mon soutien. Et ça doit pas être très marrant de voir ce genre de choses. Bon, on regarde cette petite vidéo, et après on part dans la lecture des articles. Est-ce que vous voulez de la vérité? Oui. Est-ce que vous êtes prêts à être ensevelis de coups de fil et de courriers mécontents de téléspectateurs? Oui, le chat est une catastrophe pour la biodiversité, le chien est une catastrophe pour le climat. On n'en parle jamais. Et la vache? Et la vache aussi, mais ça on en parle. D'accord. On n'en parle jamais parce qu'il y a plus de foyers en France qui possèdent un chat ou un chien que de foyers qui ont un enfant. Et donc très clairement. Catastrophe, pardon. Alors parce que le chat effectivement est un des responsables de la perte de biodiversité en milieu urbain, notamment parce qu'il va chasser des oiseaux ou des petits mammifères. Et le chien, surtout les gros chiens, sont une catastrophe pour le climat parce qu'il faut les alimenter
et qu'aujourd'hui, une bonne partie de la déforestation sert effectivement aux cultures qui vont servir aux aliments pour animaux domestiques. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait ? On ne va pas faire comme l'Australie et lancer des campagnes d'abattage. Alors, pour ne pas se mettre tout le monde à dos, généralement, on n'en parle pas et on se concentre plutôt sur d'autres sources d'émissions parce que il faut reconnaître que les chats et les chiens remplissent aussi une fonction sociale importante. Ce sont aussi des compagnons pour des gens, pour des personnes âgées. Et donc, on est évidemment bien conscient de cela. Mais il y a un vrai enjeu sur, effectivement, comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chat pour la biodiversité et comment est-ce qu'on peut limiter l'impact du chien sur le climat, notamment via sa nourriture et son alimentation. Je trouve que la photo... Vous voulez la vérité ? Oui. Est-ce que vous êtes... Je trouve que la photo est très, très drôle. Voilà, une petite armée de chats. Donc... Monsieur Gémen membre du GIEC, fait référence notamment à une étude qui est sortie, je pense qu'il a ça en tête, une étude qui est sortie dans Nature et je crois que c'était l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, qui parlait notamment de Nature, du coup, revue scientifique très reconnue dans le monde, etc., qui a un très très bon score. On avait parlé dans une revue de presse de ces questions-là. Et en fait... Donc, nous dit le chat est une catastrophe pour la biodiversité et le chien aussi. Alors, on ne va pas forcément parler du chien aujourd'hui, mais ce que dit la journaliste et qui est assez pertinent, c'est la vache. Mais la vache, on en parle, oui. En fait, les animaux domestiques ont un impact sur le climat, en fait, parce que aujourd'hui, les faits sont, il y a plus d'animaux domestiques que d'animaux sauvages sur Terre. Une grande partie de ces animaux domestiqués sont des animaux qui servent à nourrir les êtres humains. Et donc, ce qu'il dit est vrai, c'est-à-dire qu'en fait, pour pouvoir nourrir les animaux qui vont permettre de nourrir les êtres humains, eh bien, il faut déforester pour produire du soja, du maïs, ce genre de choses qui sont des aliments qui sont nécessaires à la vie des... Enfin voilà, à nourrir les animaux. Dès que ça parle d'animaux de compagnie, les gens n'ont plus d'esprit critique, c'est un peu triste. Et quand tu regardes la vidéo en entier, c'est vraiment très bien expliqué et relativisé. Ben oui, c'est ça. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est assez intéressant. C'est-à-dire que si on regarde les commentaires sous cette vidéo-là, les gens se sont trouvés outrés de cette réflexion-là. En fait, finalement, c'est... En fait, on n'a pas le droit de critiquer le fait d'avoir des animaux domestiques. On n'a pas le droit de dire que ça peut potentiellement être un problème pour la biodiversité. Je suis désolée, j'ai le lampe de mon micro. Ça peut être potentiellement un problème pour la biodiversité, mais par contre, quand on leur répond, mais du coup, c'est la même chose pour manger. Enfin voilà, pour les animaux que vous mangez. Et ça n'a pas l'air ça les choque pas quand on parle qu'on parle des animaux qu'on consomme, pas moi personnellement, mais qui sont consommés par les gens, qui sont mangés par les gens. Bon. Donc le chat domestique. Alors du coup moi je voulais prendre, oui je suis d'accord avec toi Wamdi que dans cette vidéo il manque beaucoup d'infos. En fait c'était juste pour une introduction parce que en fait elle en parle dans la vidéo, on va voir après. Elle aborde, enfin elle l'a montré en fait dans sa vidéo dans le traitement médiatique en fait de cette question-là. Et je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet extrait-là parce que on voit bien que sur une chaîne d'information où il y a quelqu'un qui est interviewé et qui parle en fait, qui vient parler de ce sujet-là, en fait, il n'a pas le temps de développer. C'est tout le problème de la télévision, c'est qu'en fait, là déjà c'est un extrait de 1 minute 21. Et en fait, sur un extrait de 1 minute 21, avec très peu d'informations, les gens s'offusquent. Il n'y a pas d'esprit critique, comme tu peux le dire. Et finalement, on a l'impression que cette personne nous dit que le chat est seul responsable de la disparition des oiseaux ou la disparition de petits mammifères, etc., que c'est la plus grande menace pour la biodiversité, alors que j'ai pas l'impression quand même que ce soit le cas, et c'est ce qu'on va voir après dans la vidéo, quoi. Mais bon, on n'a pas le temps de développer à la télévision, c'est pas quelque chose qui est fait, c'est pas quelque chose qui est voulu non plus, surtout sur des chaînes d'information en continu.
Mais bon, ici, on fait un petit traitement médiatique de la question des questions scientifiques. Je trouvais que c'était intéressant de voir comment est-ce que ça pouvait être traité dans les médias grand public et comment ça pouvait être reçu par le grand public. Pour rappel, en faisant mes recherches sur ce sujet-là, j'ai découvert que le président de la Fédération des chasseurs avait fait une sortie en 2020, donc ça remonte quand même à quelques années, ça remonte à 4 ans, en disant que le chat était la plus grande menace pour la biodiversité, que le chat tuait plus que les chasseurs et que du coup il fallait les capturer s'ils s'éloignaient à plus de 300 mètres des habitations. Une sortie médiatique qui a fait grande ruée à l'époque et qui a choqué aussi beaucoup. Mais on rappelle encore que quand ça touche aux animaux de compagnie, les gens s'offusquent vachement plus que quand ce sont des animaux domestiques ou sauvages. Quand je dis animaux domestiques, c'est autre que le chien et le chat. Avant de regarder la vidéo, rappel, le Muséum national a une exposition autour des félins, que je n'ai pas encore eu l'occasion d'aller voir, mais qui a l'air très très chouette. Et du coup, j'ai trouvé cet article sur leur site, parce qu'ils ont fait aussi des études là-dessus. Enfin, ils ont fait aussi une enquête, une étude là-dessus. Donc, le chat domestique est-il une menace pour la biodiversité ? Il a beau être domestiqué, le chat d'appartement ou de maison reste un félin taillé pour la chasse. Ces prédations mettent-elles en péril la biodiversité ? De façon limitée, à condition de les contrôler. Chat domestique, chat errant. Environ 600 millions de chats dans le monde, 15 millions en France. C'est énorme, hein, c'est énorme. 15 millions en France, et les chiffres sont impressionnants et en constante augmentation. Et ils ne concernent que les chats déclarés par leurs propriétaires. Donc il faut imaginer que tous les chats errants ne sont pas pris en compte. Or, lâché dans la nature, un chat retrouve ses instincts de félin prédateur. C'est une étude américaine de 2013 qui a donné l'alerte. Ah oui, ça remonte à plus que ce que je croyais en fait. Je pensais que c'était plus récent l'étude. Elle indiquait que les chats domestiques circulant en liberté tuaient chaque année aux États-Unis entre 1,4 et 3,7 millions d'oiseaux et 6,9 à 20,7 millions de petits mammifères. Quand on parle de petits mammifères, ça va être des rongeurs, notamment des mulots, ce genre de mammifères. En France, un programme participatif, donc quand on dit programme participatif, c'est-à-dire science participative, c'est-à-dire qu'on fait appel aux citoyens pour aider dans la recherche, a été conduit entre 2015 et 2022 par le Muséum et la Société française pour l'étude des mammifères. 38 000 observations des proies rapportées par les matous confirment que le chat est avant tout un spécialiste des petits mammifères à 68%, et plus spécifiquement des rongeurs. Viennent ensuite les oiseaux, 22%, puis les reptiles, lézards, petits serpents à 8%. Je pense que pour sa vidéo, elle a dû s'inspirer de ces données. Un péril indirect pour une faune fragilisée. Une 50aine d'espèces de petits mammifères sont consommées par le chat en Europe occidentale, dont des petits rongeurs protégés, écureuils roux, blaireaux, etc. Il s'attaque également à de nombreuses espèces de petits passereaux. Pour autant, le chat n'est pas le responsable direct du déclin des oiseaux communs. Leur raréfaction tient avant tout de la disparition des insectes et la perte d'habitat. Le chat représente toutefois une pression supplémentaire importante sur une population fragilisée. Quand on parle de perte d'habitat, on parle notamment de disparition des haies, des bocages qui pouvaient exister auparavant autour des cultures. En agriculture, on avait ce type d'espace qui était très prisé des insectes et des oiseaux et qui ont disparu avec le développement de l'agriculture intensive. Et donc ça a une conséquence notable là-dessus. Il impacte ainsi les populations de chats forestiers par un appauvrissement génétique dû à des croisements entre ces deux espèces ou la transmission de maladies jusque-là inconnues chez des animaux sauvages. Un prédateur parmi d'autres.
L'introduction du chat dans des milieux vulnérables, par exemple dans des îles comme l'archipel arctique des Kerguelen, a été dévastatrice pour les populations endémiques. Les chats y sont désormais interdits. Dans les zones où il n'y a pas une espèce invasive, dans les campagnes françaises, où il n'est pas une espèce invasive, dans les campagnes françaises par exemple, le chat est un prédateur parmi d'autres. Les oiseaux y sont aussi chassés par des chats forestiers, des martres, des fouines, etc. Dans un écosystème équilibré, les oiseaux savent éviter ces dangers. Dans les villes, c'est la concentration des félins qui aggrave l'impact de leur prise car elles sont démultipliées. Un animal de compagnie à surveiller. Le chat reste un animal domestique prisé pour sa compagnie, mais aussi parfois pour lutter contre la prolifération des souris, voire des rats dans les maisons, les lieux de stockage. Pour éviter que ses compagnons à poil ne nuisent à des espèces déjà menacées, il convient donc de limiter leur nombre. Par des campagnes de capture et de stérilisation des chats errants, et en incitant les propriétaires à faire de même. Il est également possible de contrôler ses sorties de chasse en le gardant à l'intérieur, particulièrement au moment des nidifications ou des envols de jeunes oiseaux, en jouant régulièrement avec lui et bien sûr en lui assurant une alimentation suffisante. Ce dernier paragraphe, je trouve assez intéressant puisque finalement, en fait, il y a aussi une question de la responsabilisation des propriétaires de chats et en fait de l'importance de stériliser finalement ces animaux. Oui, j'avais précisé, le cas insulaire est vraiment à part. Cela peut engendrer des catastrophes avec des études qui ont déjà mis en évidence plusieurs extinctions. Mais à chaque fois, c'était une espèce invasive ramenée par l'homme sur des îles ou autres espèces qui ne connaissaient pas pas de prédateurs. L'espèce invasive, c'était les chats ou c'était d'autres espèces ? Parce que finalement, en fait, on en revient toujours un peu à la même histoire, c'est que c'est l'homme qui dérègle, il y a une dérégulation de la part de l'homme sur l'environnement et la biodiversité. Oui, les chats est une espèce invasive. Et du coup, sur la question insulaire, est-ce que tu sais, alors ils disent dans l'article que ça a été interdit, mais est-ce que tu sais comment ils s'en sont débarrassés ? Est-ce qu'ils ont fait comme en Australie ou ils ont capturé ou envoyé ailleurs ? Alors, on va passer à la vidéo de la boîte à curiosité pour voir. On peut regarder du coup combien de vues elle a, mais 114 000 vues, ce qui est pas mal. Est-ce qu'on va lire une espèce exotique envahissante est forcément une espèce ramenée sur un lieu où elle n'est pas censée être par l'homme de façon directe ou indirecte. De toute façon, c'est une grosse problématique. Hein. Enfin, là, on parle du chat domestique parce qu'en plus, il y en a quand même beaucoup. Mais il y a d'autres espèces invasives qui ont été ramenées par l'homme à un moment ou un autre qui ont des conséquences graves sur la faune locale. Flore locale. Enfin, prenons l'exemple le plus connu, je pense, le frelon asiatique qui est bien installé maintenant, on ne peut pas s'en débarrasser, et qui est un grand chasseur de nos abeilles, malheureusement. On regarde la vidéo. Hop. Nos chats sont-ils un fléau pour la biodiversité ? Apparemment, le chat domestique serait un des facteurs de l'effondrement de la biodiversité. Alors aujourd'hui, je vous propose qu'on défriche un peu tout ça ensemble. Il y a aussi le cas du rat sur les îles, souvent prédation et petites oiseaux, notamment. Souvent, il y a une mise en place de campagnes d'éradication, effectivement. Ouais. Ok. Bah ouais, c'est clair que ils n'ont pas trop le choix. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, il y a une vidéo de Brut sur les chevaux. Alors c'est
mince, attendez, il faut que je la retrouve. Dans une région de l'Australie, des chevaux qui sont abattus par hélicoptère à distance. Et en fait, on pourra peut-être regarder après. Il y a des suggestions. Australie brute. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce sujet. Voilà. Bon, pourquoi ce pays est en guerre contre les chevaux. Super intéressante la vidéo, parce que aussi elle est hyper assez nuancée sur le sujet, avec les points de vue de plusieurs parties, donc des parties pour, notamment scientifiques, et des parties associatives qui se battent contre l'éradication, la campagne d'abattage. Ils font pas mal de vidéos sur le sujet en fait. On pourra regarder après, ça peut être intéressant. Donc, je reviens à mon chat. Ça ensemble pour y voir plus clair. On estime dans le monde qu'il y a 400 millions de chats domestiques, dont 15 millions en France. Mais... Alors, elle n'a pas les mêmes chiffres que sur l'article que j'ai regardé avant, 400 millions. 600 millions, il disait. Donc, je sais pas trop à quoi il faut se fier, mais après, je vais peut-être le dire après, mais ce qu'il disait dans l'article, c'est que on ne connaît pas le nombre de chats non identifiés. Mais qu'est-ce que ça veut dire 15 millions de chats domestiques en France? Est-ce que c'est des chats de compagnie? Est-ce que c'est des chats errants? Est-ce que c'est des chats sauvages? Quand on parle d'un chat domestique, on va parler... L'Australie, la gestion de la biodiversité, c'est très particulier. Ils ont une histoire mouvementée. Ouais, ça, mais ça m'intéresse qu'on en parle après. Parce que c'est un peu violent, quoi. Les lapins louls, c'est vrai, on va peut-être parler après de l'Australie et des lapins louls. Des lapins, ok. On va parler de Felis catus. Et chez Felis catus, on va regrouper plusieurs types de chats domestiques. Alors d'abord, on a le chat de compagnie, qui est le chat qu'on a à la maison, qui nous fait des ronrons dans le canapé, et qui peut avoir ou pas un accès à l'extérieur. Ensuite, on a le chat errant qui lui n'est pas rattaché à un propriétaire ou à un foyer, mais par contre lui il va vivre vraiment dans une zone urbanisée et profiter des humains qui vont les nourrir, etc. Ensuite, on a le chat arrêt ou féral qui lui est un chat qui est vraiment retourné à l'état sauvage, qui ne vit pas dans les zones urbanisées, qui n'a pas besoin d'humains, qui chasse et qui se nourrit tout seul. Alors attention, ce type de chat-là, le chat arrêt, il n'est pas à confondre avec le chat sauvage qui est une autre espèce. Felis sylvestris, c'est encore autre chose. Et ensuite, on peut avoir un autre type de chat qui s'appelle le chat libre, qui est un chat en fait sous la responsabilité du maire ou d'une association de protection animale et qui est identifié et stérilisé. Alors maintenant qu'on a ces plusieurs types de chats, on va s'intéresser un peu aux statistiques dont on dispose pour mieux comprendre l'impact du chat domestique sur la biodiversité. En 2013, une étude scientifique parue dans la revue Nature a établi qu'aux États-Unis, entre 1,3 à 4 milliards d'oiseaux sont prédatés par les chats domestiques. Donc on va voir maintenant quel type de chat prédate combien de proies par an. Aux États-Unis, il y a environ 46 millions de chats de compagnie et on s'est rendu compte qu'ils prédataient à peu près... Ce qui est intéressant, je ne sais pas si c'est le cas aux États-Unis, mais sur cette question-là du nombre des chats aux États-Unis, alors moi j'ai vécu au Canada pendant 1 an et là-bas, la plupart des gens ne laissent pas leurs chats sortir. Et alors je crois qu'il est notamment dû au fait qu'ils peuvent être, en fait ils sont des proies pour certains animaux sauvages. Donc je me pose la question de... Je sais pas si c'est pareil aux États-Unis. Enfin, en tout cas, c'est intéressant. Enfin, en tout cas, les gens ne laissent pas... ne laissaient pas leur chat sortir. Enfin, moi, je les voyais pas faire ça. De ce qu'ils racontaient. Et moi, personnellement, j'ai un chat et il ne sort pas dehors. Les chats sont quand même des animaux qui sont des animaux qui peuvent rester à l'intérieur. Donc, mais il faut jouer avec eux, quoi. En moyenne, 8 oiseaux par an. Si on revient en France, il faut savoir que les oiseaux les plus impactés par le chat domestique, ce sont le merle noir, la tourterelle turque et le moineau domestique. Les chats arrêts aux États-Unis. J'ai envie de dire, les moineaux,
j'y pense, mais j'allais dire, il y en avait beaucoup avant. Et il y en a quand même vachement moins qu'à... Fut un temps, il y avait des nuées de moineaux. Le merle, ouais, c'est vrai que... Enfin, il n'y a jamais eu beaucoup... Ah! Mon micro est un peu fort? Ah, peut-être, je peux le baisser si tu veux. Les États-Unis sont entre 30 En fait, je pense que c'est la vidéo qui est pas assez forte. et 80 millions d'individus et en moyenne, ils prédateraient entre 21 et 55 oiseaux par an. Mais si on aime parler d'oiseaux, c'est pas eux qui prennent le plus cher, car au final, ils ne constituent que 21% des proies des chats domestiques. Selon la SFE. Juste regarder ses sources parce que j'ai l'impression qu'elle a pas les mêmes chiffres que le... Bah, je l'ai mis au max là sur YouTube et après je l'ai reboosté mais sur le... J'ai reboosté sur OBS mais je sais pas si c'est mieux. EPM, la Société française de l'étude et de la protection des mammifères, ce sont bien les micro-mammifères qui sont les plus prédatés par les chats domestiques et de très loin, avec sur le triste podium le mulot sylvestre, la souris grise et le campagnol. On a ensuite 8% qui sont constitués de reptiles comme le lézard des murailles ou la tarente de Mauritanie. Et le reste, eh bien, ça va être des insectes, des gastéropodes, des poissons, etc. D'ailleurs, la SFEPM, elle a dressé une étude participative pour mieux comprendre les proies ciblées accompagnée d'un guide pour reconnaître de quelle espèce il s'agit quand vous en trouvez ramené par votre chat. Et En général, quand même, quand notre chat ramène une proie, elle n'est pas en très bon état. Mais moi, j'ai souvenir qu'il y en a certains qu'on a réussi à sauver des crocs de mes chats. Qui en fait finalement, j'ai l'impression que le micro est trop fort, qui en fait finalement ont dû se jouent en fait, ils jouent. Enfin, c'est pour ça que ils sont assez cruels. Je les trouve, enfin, c'est des animaux très cruels finalement les chats. Enfin, en tout cas, je trouve. Et je vous conseille vraiment d'aller voir sur leur site, je vous mets tout en description. En France, pour se rendre un peu compte de combien de proies tue chaque type de chat domestique, ça va s'établir de cette manière. Selon un rapport de la LPO, le chat de compagnie va tuer environ 27 proies par an, le chat errant 273 proies par an, et le chat féral ou chat arrêt, plus de 1070 proies par an. On a donc de sacrés écarts de nombre de proies chassées en fonction de chaque type de chat domestique auquel on va s'intéresser. Donc oui. Donc en fait, c'est plus un problème de prolifération du chat dans le... Ok. C'est pas sur cette étude participative. En fait, le problème, il est plus de prolifération du chat domestique dans la nature, c'est-à-dire qui en fait se retrouvent donc des chats errants, des chats, chats féral, je sais pas si c'est dit féro, mais en tout cas des chats qui se retournent à l'état sauvage. Et qui étaient du coup des chats domestiques qui sont retournés à l'état sauvage, plus que tant en fait un problème de chats domestiques de compagnie que nous avons en fait, puisqu'ils sont nourris, ils jouent, etc. Et en fait ils sont pas du tout, ils sont quand même moins impactants sur la biodiversité que les autres, en tout cas de ce qu'elles peuvent dire. Moi j'ai souvenir quand même que quand mes chats ramenaient des oiseaux, les rongeurs pas trop, mais les oiseaux comme proie, mon père qui était bénévole à la LPO, ça le rendait fou quoi. Ça le rendait fou, donc il prenait malheureusement le cadavre de l'oiseau, il mettait du marc de café dessus et mettait la tête du chat sur le cadavre de l'oiseau pour lui faire comprendre que c'est clairement pas un truc à faire. Donc, alors je sais pas si ça marchait, mais en tout cas, nos chats ne ramenaient pas tant d'oiseaux que ça. Mais quand le chat a tué la grive du jardin, je peux vous dire que là, ça a été très 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 dur pour mon père.
Je sais pas si ça marche. Mais en tout cas, c'était un vrai déchirement parce qu'à la fois, tu aimes ton animal de compagnie parce que c'est un compagnon et à la fois, quand tu es un grand adepte des animaux, de la biodiversité et notamment si tu as la LPO, c'est que tu aimes beaucoup les oiseaux. De voir ton chat tuer des oiseaux, ça fait très très mal. Surtout ceux que tu observes dans ton jardin. Et avec la disparition des oiseaux dans les jardins, ça fait un peu mal. Donc ouais. Je sais pas. Si ça marchait, tant mieux. Hein. On n'a pas vraiment calculé et puis ils nous ramenaient pas forcément toutes ces proies non plus, je pense. Oui, forcément, concrètement, le chat domestique, selon son type, il a plus ou moins d'impact sur la biodiversité. Mais attention à ne pas faire de raccourcis. Car si vous pensez que c'est le principal responsable de l'effondrement de la biodiversité en France ou dans le monde, vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Si le chat domestique a une part de responsabilité là-dedans, le principal responsable, spoiler, c'est Bibi. Et ça, au travers de nos responsabilités qu'on assume ou pas quand on prend un chat de compagnie, ou encore de nos activités humaines de manière plus globale. Le CNRS et le musée... Ouais, quand on parle de responsabilité, c'est en fait, si tu as un chat, tu l'emmènes chez le vétérinaire et tu le fais stériliser, quoi. Et tu le fais identifier. À un moment donné, c'est aussi un problème humain de déresponsabilisation. C'est-à-dire que si tu as un animal de compagnie, en fait, tu es responsable, quoi. Et moi, je trouve pas ça normal qu'il y ait des gens qui laissent proliférer les chats comme ça, alors qu'il y en a déjà, mais plein, à foison, quoi. C'est pas ce qui manque, les chats. Donc, on voit le nombre de chats en association, on voit le nombre de chats chez les gens. Et quand on voit le nombre de chatons que peut porter une femelle, j'ai envie de dire, à un moment donné, responsabilisez-vous. Je sais, c'est plus mignon d'avoir un chaton, hein, mais derrière, ça a des conséquences, quoi. Donc, je tiens à dire que moi, le mien, il était plus chaton quand je l'ai eu. Le Muséum national d'histoire naturelle ont estimé que 30% des oiseaux de campagne ont disparu en 30 ans entre 1989 et 2019. Et ce que dit le rapport, c'est que les chats domestiques 30%, c'est énorme. Auront beau mettre tous leurs efforts pour défoncer la biodiversité, le principal responsable, c'est l'être humain. Perte des habitats et agrochimie déciment les oiseaux qui sont spécialistes des milieux agricoles à une vitesse effrénée. Et ça d'ailleurs, c'est quelque chose que je vous explique dans une vidéo que j'ai sortie sur ma chaîne il y a quelques mois. Une étude scientifique parue en 2023 et regroupant une quarantaine de chercheurs internationaux a dressé un bilan unanime. Si 550 millions d'oiseaux ont disparu de la population totale de l'Europe au cours de ces 40 dernières années, c'est à cause de 4 sources majeures exerçant des pressions sur les populations d'oiseaux. Le changement climatique, l'urbanisation, le changement des surfaces forestières et l'intensification des pratiques agricoles. Alors on va pas s'embarquer sur le sujet des pratiques agricoles puisque ce n'est pas l'endroit. Mais si on veut parler de cette question d'urbanisation, etc., je sais que Wamgui, hier, je suis passée vite fait sur ton live, il y avait un sujet là-dessus. Tu réagissais à une vidéo sur le sujet, sur l'urbanisation et la biodiversité. Il y a quand même une loi de non-artificialisation des sols qui a été votée, je ne sais plus quand, mais en tout cas, c'est un fait. Il va être, on pourra plus artificialiser comme on veut. Mais comme on disait au début, notamment, en fait, pour nourrir nos animaux domestiques que l'on consomme ou qui sont des animaux de compagnie, on utilise des surfaces forestières qui sont du coup, on fait de l'abattage, on déforeste pour pouvoir produire de la nourriture pour ces animaux. Et parfois pas la nourriture de très bonne qualité. Donc finalement, indirectement, on est toujours responsable des conséquences sur la biodiversité. Et c'est une responsabilité humaine et pas vraiment une responsabilité des animaux. Et la prolifération des chats est encore une fois une responsabilité humaine. Donc voilà. On a parlé des haies, de l'urbanisation, oui, mais ça me manquait de pas mal de choses sur la vidéo. La vidéo sur l'urbanisation, car c'était quasi exclusivement centré sur le logement. J'ai regardé, j'ai pas tout regardé, je suis arrivée sur la fin en plus, je crois. Et il y avait du coup le directeur général de la REP. J'ai fait bouger ma caméra. Attendez.
Ok, pardon pour ce petit... j'ai donné un coup de temps. Donc la REP, qui est une filiale de la SNCF, et qui gère en fait le foncier de la SNCF. J'ai quelques connaissances qui travaillent là-bas. Mais c'est un enjeu total parce qu'on a besoin de construire beaucoup plus de logements. Parce qu'il y a une demande croissante. Et à la fois, il faut aussi qu'on respecte les espaces de biodiversité et les espaces des autres espèces, en fait. Parce qu'on n'est pas tout seul. Et qu'on ne peut pas non plus tout urbaniser, quoi. Donc en fait, il faut faire du renouvellement urbain, mais le renouvellement urbain, ça coûte cher. Ça demande vachement de temps, ça prend vachement plus de temps que de juste artificialiser un espace naturel, quoi. Donc après, on verra, mais voilà. Et puis sur les pratiques agricoles, voilà, c'est aussi un enjeu, on voit bien en ce moment, voilà, c'est un sujet d'actualité complexe à aborder. Je pense que je ne suis pas en position pour en parler, mais aujourd'hui, il y a un vrai enjeu de restauration de la nature et de protection des habitats, des espèces, et de remise en question aussi de la place de l'humain dans la biodiversité, puisque finalement, nous sommes nous-mêmes des animaux. Des animaux qui ont pris beaucoup de place, mais nous sommes quand même des animaux. Si les 3 premiers facteurs sont plus variables aux yeux des scientifiques, le 4e est jugé quand même majoritairement responsable du déclin des oiseaux. L'intensification de l'agriculture ces dernières années utilise notamment des pesticides dont les très néfastes néonicotinoïdes, des neurotoxiques puissants et persistants dans la nature qui déciment les insectes dont les oiseaux insectivores se nourrissent ou qui les affectent directement. Et si ça les impacte pas directement, ça va avoir un impact sur la végétation dans laquelle ils se cachent ou ils nichent. Mais revenons à nos chatons. Quand on voit l'impact d'un chat domestique qui est sous la responsabilité d'un propriétaire et l'impact d'un chat errant par exemple, il y a quand même des gros écarts. Car on va pas se voiler la face, les chats arrêts ou les chats errants, eh bien ce sont le résultat de négligence de certains êtres humains. Des chats abandonnés, non stérilisés, livrés à eux-mêmes, qui redeviennent sauvages, chassent plus qu'un chat d'appartement ou de maison. Ils adoptent des comportements de prédation bien plus importants qu'un chat domestique qui vit en maison ou dans un espace contrôlé où il les nourrit et il n'a pas faim. En 2020, la LPO a déclaré que 14% des animaux blessés reçus en centre de soins étaient des blessures causées par des chats domestiques. Juste baisser. La qualité. Donc adopter un chat, ce n'est pas un acte anodin et il faut penser à l'identifier, le stériliser, etc. Mais ça, tout le monde ne le fait pas. Aujourd'hui, il est donc important de remettre dans le bon contexte toutes ces idées reçues, ces chiffres et ces études. Il est important de responsabiliser les propriétaires de chats qui vont en extérieur pour les faire stériliser et limiter leur propagation vers un mode de vie errant ou arrêt. Surtout que pointer à tour de bras le chat domestique comme étant le principal responsable et le diaboliser, encore une fois, ça peut avoir un impact très grave dans l'inconscient des gens, surtout quand les médias en rajoutent une tonne de couches à ce sujet. En 2000... Je pense qu'elle est pas... Enfin, je pense qu'elle n'a pas trop traité le sujet des médias et de la manière dont c'est traité dans les médias. C'est vrai qu'on pourrait creuser un petit peu plus. Mais en fait, on se rend vite compte qu'il y a un vrai problème de traitement de l'information scientifique dans les médias. Et l'extrait de la vidéo, c'était qu'on a vu tout au début, ce que je disais, c'était trop court. Et en fait, je pense que c'est des sujets qui ne devraient pas être traités par des personnes qui ne sont pas à même de le faire. Si ce ne sont pas des journalistes scientifiques, je trouve que c'est dommage En fait, ils font des erreurs, malheureusement. Et du coup, si on veut permettre aux gens d'avoir de l'esprit critique, et notamment sur ces sujets-là, et pas se retrouver avec des fausses idées sur cet animal, eh bien, ça peut avoir des conséquences graves, notamment des gens qui, dans les commentaires, vont dire qu'eux-mêmes, ils cherchent à éliminer des chats en campagne ou autre. Et ben en fait, c'est pas forcément très positif finalement. Puis il faut pas détester les chats. Je veux dire,
Déjà, ils n'ont pas forcément très très bonne réputation. Ce serait dommage qu'on les déteste encore plus, quoi, les pauvres. En 2022, une revue prestigieuse polonaise catégorise le chat domestique comme espèce exotique envahissante. En 2023, le gouvernement australien a autorisé la construction de robots nommés Felixer et dotés d'une intelligence artificielle pour tuer et éradiquer les millions de chats errants responsables. C'est horrible. Enfin, désolée, hein, mais c'est horrible de faire ça. Enfin, c'est hyper violent, je trouve. De la disparition de la faune locale. Le but du robot, pulvériser un jet de fluoracétate de sodium, un poison mortel, directement sur le chat pour qu'il le lèche et s'empoisonne. Avec ce moyen un peu loufoque, l'Australie espère éradiquer plus de... On est d'accord qu'il est content. Enfin, il a l'air d'être super heureux de faire ça. Ça a l'air d'être génial comme truc. Sur le chat pour qu'il le lèche et s'empoisonne. Avec ce moyen... Génial. On a créé un objet qui tue. Trop bien. Peu loufoque, l'Australie espère éradiquer plus de 2 millions de chats errants dans les prochaines années. Parce qu'il faut savoir que sur les îles, la problématique des chats, elle est encore pire parce que ça ne laisse aucune échappatoire aux espèces natives. Et quand une espèce locale et endémique s'éteint, il n'y en a pas ailleurs dans le monde. Donc c'est un vrai problème. En Nouvelle-Zélande, un concours de chasse annuel a offert aux enfants de 14 ans et moins de participer à la catégorie chat arrêt, dotant chaque prise d'une récompense de 140 €, ainsi qu'une chance de remporter. J'avais parlé du traitement des sujets liés à la biodiversité lors de ma dernière causerie nature avec un journaliste spécialisé là-dessus. Et il me disait qu'à l'heure actuelle, il n'y avait quasiment aucune formation sur ce sujet. Et que concernant les sujets de climat, ça commençait seulement depuis quelques années. Alors, oui, en fait, c'est une des plus grosses problématiques. Hein, c'est que, oui, les journalistes ne sont pas formés à traiter des sujets scientifiques. À part s'ils ont fait une formation de journalisme scientifique, en fait. Et dans les rédactions, il y en a très peu. Donc, ou alors, ils sont genre quelques-uns pour traiter tous les sujets. Et la science, c'est quand même un domaine qui revient très, très souvent. En gros, les gens doivent s'auto-former. Parfois, c'est très mal fait. En fait, ils savent pas traiter l'information scientifique, on leur a jamais appris. Donc, quand ils vont faire des recherches, notamment par exemple sur des articles scientifiques, ils ne savent pas lire des articles scientifiques, ils sont pas formés à ça. Et donc, du coup, ils vont se tromper, ils vont mal analyser les résultats, ils vont lire peut-être juste le résumé, quoi, l'abstract, et puis la conclusion, et puis voilà, quoi. Et en fait, on se retrouve avec de la désinformation totale. Là-dessus. Et encore, ce sont des journalistes, donc ils sont censés quand même avoir une formation sur la recherche d'informations. Mais après, il y a des formations qui sont faites par des journalistes scientifiques sur le sujet. Hein, donc, mais bon, quand on voit que même des rédactions, qu'il y a des magazines qui sont spécialisés, où on a viré toute la rédaction et qu'on se retrouve sans journaliste scientifique, c'est hallucinant. Donc, on ne peut pas s'attendre à ce que des journalistes classiques fassent un bon travail. Donc, voilà. Et je pense d'ailleurs qu'il faut avoir une formation scientifique pour pouvoir traiter l'information scientifique en tant que journaliste, ou en tout cas se former concrètement tout au long de sa carrière. Et concernant le climat, il y a eu une charte qui a été signée par un certain nombre de structures de presse l'année dernière, je crois, pour justement mieux traiter l'information et les sujets du climat. Remporter un prix supplémentaire de 1 600 €. Une chasse qui a soulevé l'indignation des habitants de la ville car il était quasi impossible de distinguer un chat féral d'un chat de compagnie. Alors même si le chat n'est pas un principal facteur de l'effondrement de la biodiversité, il faut quand même qu'on reprenne tous du contrôle sur cette situation.
et pas en le traquant ou le chassant. L'année dernière, la ville de Lyon a estimé qu'il y avait plus de 60 000 chats errants dans ses rues. 1er février 2023, la ville va allouer 50 000 € de budget pour reprendre du contrôle là-dessus et stériliser les chats errants. Comme quoi, si on prête un peu d'attention à la problématique et qu'on alloue un peu de sous, il y a moyen de faire des choses. Parce qu'on se rend pas compte, mais le chat domestique, mine de rien, il prolifère aussi à son rythme. Faut se dire qu'un couple de chats peut engendrer environ 20 000 individus en 4 ans. L'urgence est donc de freiner d'abord cet effet. Alors, c'est pas le couple de chats, hein. C'est leur descendant. 20 000 individus. Mais c'est vrai que dès 6 mois, elles sont fécondes. Donc 2 à 3 portées par an, c'est énorme. Stérilisez vos chats, s'il vous plaît. Stérilisez-les. Sur le moment, ça coûte cher, mais après, vous êtes contents. Puis de toute façon, les chaleurs, c'est horrible. Donc individus en 4 ans. L'urgence est donc de freiner d'abord cet effet et aussi de se responsabiliser lorsqu'on adopte un chat ou un animal de compagnie. Nous avons besoin de stériliser systématiquement les chats domestiques et de renforcer l'identification et le suivi de ceux-ci. Se responsabiliser un maximum pour comprendre ce qu'implique le fait d'adopter un animal niveau impact sur sa propre espèce et la faune environnante. Et il ne faut pas oublier quand même que la SPA a estimé que plus de 80 000 animaux domestiques étaient abandonnés tous les ans. Bon, et maintenant qu'on sait tout ça, je fais quoi pour limiter l'impact de mon gros matou quand... C'est le potentiel. En vrai, il y en a quand même moins qui arrivent au stade adulte en capacité de reproduction. Oui, après, on voit bien que... Il y a des micro-latences, oui. C'est la vidéo, je crois qu'elle est trop... Enfin, mon ordi, OBS, il me dit que c'est trop... C'est trop lourd. Il n'arrive pas, sur la bande passante, à tout mettre. Hop. Mais après, c'est pas trop grave en soi que ce soit en 480, ça va. Concrètement, j'ai quand même l'impression que ça va. Je repasse sur mon truc. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait ? On les stérilise. Mais bon, on va pas faire un massacre. Moi, ça me ferait trop mal. Ça me fait trop mal au cœur de savoir qu'on peut potentiellement juste massacrer des animaux parce que en fait, à cause de nous, il y en a eu trop. Ils ont proliféré. Ce qui est chouette, c'est que la LPO, elle a mis à disposition sur son site plein de notices avec des conseils pour gérer un peu la situation. Je vous partage tout en description, vous pouvez aller jeter un œil parce que vraiment, il y a plein de solutions qui s'offrent à nous. Alors voilà, j'avais envie de faire le point parce que ça sert à rien de diaboliser le chat domestique. Il a un impact, mais ce n'est pas le plus gros facteur d'effondrement de la biodiversité, qu'on soit bien clair. L'urgence, elle est qu'on reprenne le contrôle et qu'on se responsabilise, pas qu'on le traque, qu'on le chasse et qu'on l'abatte. Et n'oublions pas que nous sommes les grands responsables de ces petites bêtes, qu'elles soient domestiques ou sauvages. Nos activités humaines, sans contestation aucune, elles ont un impact dévastateur actuellement. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous donnera quelques éléments de réponse face à cette grande question. En attendant, on va pas se le cacher, continuez à faire des gros câlinous et des gros ronrons à vos petits félins préférés. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures curieuses. Ah, j'ai fait le bêtise, j'ai cliqué trop vite. Ok, c'est bon, j'arrête. Croisez les doigts pour le 12 avril pour qu'il n'y ait pas le genre de souci. Non, alors non, je dis non, mais on a demandé à avoir un accès à Internet en filaire. Là, je suis en filaire, mais il y a des jours où c'est moins... Mais je pense que c'est la vidéo qui fait un peu bugger ma bande passante. Mais c'est pas très grave, en soi. Mais oui, ils sont hyper mignons. C'est vrai. Ils nous font craquer, quoi. Donc oui, évitons de... Voilà, il faut protéger au maximum. Il faut se responsabiliser. Après, le problème de la responsabilisation, c'est que en fait, c'est sur du temps long de sensibilisation. La sensibilisation, ça prend du temps. Et pendant ce temps-là, les chats ont le temps de proliférer. Donc Après, il y a quand même des campagnes
d'associations de stérilisation des chats. Et puis si comme par exemple si on fait comme a fait la métropole de Lyon, investir de l'argent pour stériliser les chats sauvages, c'est déjà une grande avancée, quoi. Donc, et ça va avoir des conséquences positives. Mais bon, il faudrait que toutes les métropoles le fassent, il faudrait qu'il y ait un vrai engagement global. Voilà, quoi. Et peut-être éviter de se retrouver dans la situation australienne d'éradication de tous les chats possibles, qui est particulièrement horrible. Ouais, j'avais trouvé ça aussi de France Nature Environnement, mais c'est déjà à peu près la même chose. Et je crois que c'était on rappelle l'exposition félin du Muséum d'Histoire Naturelle, comme d'habitude, Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, le national, le grand, l'énorme, le génial muséum au Jardin des Plantes. Je voulais parler du supervolcan, mais là, comme on est dans la biodiversité, on va continuer dans la biodiversité. On peut peut-être réagir à cette vidéo-là, parce que je vais pas mettre en trop... Comme ça, on enchaîne sur la question du traitement de la gestion des problématiques d'espèces envahissantes en Australie. Imaginez des chevaux en liberté galoper sur d'immenses étendues sauvages. Imaginez maintenant que ces chevaux soient poursuivis par un hélicoptère. À bord, 2 snipers. Ils visent les chevaux du groupe et les tuent tous. En fait, tout ça c'est bien réel et ça se passe loin des caméras. C'est même soutenu et organisé par un gouvernement, mais ça fait polémique. Salut, c'est Lucas de Brute Nature. Quand j'ai découvert cette pratique, j'ai été très étonné et même assez choqué. En creusant un peu, j'ai pu voir qu'il y avait eu des pétitions et des rassemblements pour tenter de stopper ces tirs par hélicoptère. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, ce journaliste dit qu'il a vu ces images et il a été très choqué. Pourquoi est-ce qu'on est plus choqué par des chats ou par des chevaux que par tout autre animal domestique, en fait? C'est aussi pourquoi est-ce qu'on place ce curseur il y a quand même une une échelle, en fait, de comment on dit ça, d'empathie en fonction des animaux. Plus ils sont mignons, plus on est empathique. La chasse, ouais. Mais c'est juste, Romain, tu sais quoi les limpins-louls, avant que je... Les limpins-loups, si je regarde Australie, lapin. Ils sont trop mignons. Waouh. C'était loup, lol. Ah oui. Pardon, excuse-moi, ma culture internet s'arrête à... La honte. Je suis censée être jeune et alerte sur ces questions-là. Ok. Pardon. Je suis un jeune des années 2000. Après, voilà, la dernière fois, je me suis sentie vieille parce que j'ai découvert le mot gaze. Voilà, donc on a tous... À un moment donné, on se fait tous dépasser. Hein. Mais t'es pas beaucoup plus vieux que moi, je crois. Donc... J'imagine que c'est encore une espèce ramenée par l'homme, hein, comme d'habitude. Le lapin d'Australie. Lapin en Australie. On va aller sur Wikipédia. Les lapins européens. Ah oui, c'est nos lapins à nous, en fait. Furent introduits en Australie au, attention, 3, 2, 1, 18e siècle, et y ont proliféré, constituant un nuisible important pour les mammifères et une espèce envahissante en Australie, et causant des millions de dollars de dégâts aux cultures. Leur propagation peut avoir été renforcée par l'émergence de croisements résistants. Donc ils les ont introduits pour les chasser. C'est même pas de l'élevage. Et en fait,
Ils se sont... Mais un peu comme chez nous avec l'introduction des sangliers et des chevreuils. Même si j'ai l'impression qu'on contrôle un petit peu plus leur prolifération. Bon, on va voir comment nos chers amis australiens traitent leurs problèmes de faune envahissante. Mais j'ai aussi découvert des pétitions et des rassemblements pour soutenir leur mise en place. They're causing so much damage that we really need to start culling again. And so it's back on the table. Et en fait, derrière ces chevaux, il y a toute une histoire, ils n'ont pas toujours été là. Ce dimanche, dans ce nouvel épisode de La Grande Explication, j'ai voulu comprendre ce qu'il y avait derrière ces abattages massifs de chevaux. D'où viennent ces chevaux et qu'est-ce qu'on leur reproche, pourquoi les abattre par hélicoptère et quels sont les arguments pour et contre, je vous explique. Ils ont mis des renards pour les chasser, mais les renards ont chassé des espèces endémiques et pas les lapins. Par hasard, est-ce qu'ils ont... Enfin, en fait, je me demande des fois comment est-ce que... Du coup, ils se sont retrouvés avec des renards en trop. Non, mais en fait, je me demande vraiment comment ils ont... Non, ça va, je comprends. J'interprète. Comment ils se sont dit, on va mettre des renards et ça va pas avoir un impact. Enfin, on va ramener encore une autre espèce. Des fois, il n'y a pas trop de logique quand même. Alors, petite précision avant de commencer. Dans cette vidéo, on a essayé de limiter et de flouter au maximum les images un peu difficiles afin que cette histoire puisse être vue par le plus grand nombre. Cette histoire, elle se passe en Australie et plus précisément ici, dans l'état de Nouvelle-Galles du Sud. Les chevaux dont on parle, ce sont eux, on les appelle aussi les Brumbies. Fin octobre 2023, Penny Sharp, la ministre de l'Environnement de Nouvelle-Galles du Sud, annonce que ces chevaux vont de nouveau être abattus par hélicoptère dans cet état. Et ça alors même que ça avait été officiellement stoppé pendant plus de 20 ans. The shooting is horrendous, inhumane on horses because they can't shoot to kill from a moving platform, the helicopter, on a moving horse. Mais cette décision, elle est aussi très soutenue, notamment par des scientifiques comme Maggie Watson. We do this now for pigs, feral pigs. We do this for camels. We do this for deer. No one has a problem with killing those animals exactly the same way. It's just because it's horses. Je vais donc essayer de vous... Et ensuite, ils ont introduit le virus de la myxomatose dans la population de lapins pour essayer de les éradiquer, sauf que déjà, ça n'a pas marché. Ça engendrait des individus résistants. C'est... Waouh! C'est fou! En tout cas, ils ont l'air d'être efficaces, leur technique en Australie. Mais c'est fou parce qu'à la base, il fallait juste pas les ramener, quoi. C'est super. Super tout ça. C'est top. Top, top, top. C'est très réjouissant, en tout cas. Donc on voit bien, du coup, juste pour réagir à la vidéo, puisqu'on est quand même là pour réagir à la vidéo, on voit bien que du coup, en fait, on a quand même d'un côté comment s'occupe le dimanche. On a quand même deux parties opposées là, dans ce cas-là, deux scientifiques qui estiment qu'on devrait le faire comme on peut. En fait, on le fait pour d'autres animaux, et que là, on s'offusque juste pour les chevaux. C'est ce que je disais au début, on s'offusque toujours pour ceux qu'on trouve mignons. Hein. Finalement, on va pas s'offusquer pour des insectes, par exemple. Mais finalement, ok, pas de souci. Finalement, est-ce qu'il faut les tuer ou pas, quoi? Enfin, est-ce que c'est la meilleure pratique? Ça, enfin, les tuer comme ça, c'est la meilleure pratique ou pas, quoi? Ah, j'ai perdu ma souris. De vous présenter ces chevaux et de vous résumer les débats pas si simples qu'ils entraînent. Mais d'abord, voyons concrètement en quoi consistent ces abattages. Nous sommes en 1984, dans un hélicoptère quelque part en Australie. Cette scène, qui peut rappeler des classiques de films de guerre,
c'est en fait un abattage de dizaines de chevaux. Dans ce cas-là, ce sont des éleveurs qui cherchent à éviter la transmission de maladies entre des chevaux et leurs troupeaux. Alors oui, ce n'est ni le même endroit ni le même contexte que les abattages dont on parle aujourd'hui, mais ça vous montre un peu le principe. En fait, je n'ai trouvé presque aucune image des abattages plus récents. Vu les polémiques autour du sujet, les autorités évitent de communiquer les dates et les lieux de ce type d'opération. J'ai donc demandé à cette scientifique en quoi consiste la technique qui doit être utilisée aujourd'hui. You have a special helicopter that's got open sides, and usually you have two people who are trained sharpshooters, and the pilot goes through certain areas until they find a herd. The shooters do headshots. Ces abattages par hélicoptère, ils avaient été interdits dans cet état depuis l'an 2000. Cette année-là, dans cet endroit, le parc national de Giffords River, environ 600 chevaux sont tués avec cette technique. The shock for the locals there was they were not aware they were going to be shot, and they suddenly started coming across great numbers of dead horses and more that are injured, slowly dying, which they then... Il y a quand même un problème, c'est que moi je comprends je peux entendre qu'il faille réguler cette population de chevaux, mais par contre, en fait, laisser les cadavres pourrir là, c'est quand même un peu violent, quoi. Put down. Au moins un des chevaux ne serait pas mort instantanément, ce qui aurait occasionné des souffrances. À l'époque, le nombre exact Au moins un des chevaux. Après, c'est 1 sur 600, mais... de chevaux concernés n'a pas pu être déterminé, mais ça a déclenché une grande polémique et ça a débouché sur l'interdiction de cette pratique. Anytime you are killing an animal. Du coup, juste pour revenir sur ce qu'elle disait, la personne qui défendait, la personne de l'association là, qui est contre cette pratique, elle dit il y avait plusieurs chevaux qui étaient agonisants, etc. Et lui, il dit il y en avait au moins un. On est quand même sur encore une fois, un argument un peu fallacieux. Enfin, c'est pas. Il y a quand même une exagération du propos pour rentrer un peu dans le pathos, quoi. Et c'est dommage parce que je pense que son propos, ce qu'elle défend est quand même important. Mais je pense que si on veut réussir à convaincre les gens, il faut avant tout être honnête. Donc c'est important. Et honnête et les faits avant tout. You always run the risk of it not being instantaneous. That's why you use registered shooters who train to do this. You can't be perfect in all of this, but it's the best that can be done. Si ces abattages ont été réautorisés en Nouvelle-Galles du Sud, c'est pour tuer des milliers de chevaux dans cet endroit dont on n'a pas encore parlé. Tout ça, je vais vous le présenter un peu plus tard, mais il faut se replonger d'abord un peu dans l'histoire de ces Brumbies, car j'ai découvert qu'à la base, ces chevaux, ils étaient domestiques. Cette carte, elle montre la présence des chevaux en Australie avant le XVIIIe siècle. Vous ne voyez rien ? Eh ben c'est normal parce que les chevaux n'existaient tout simplement pas sur cette grande île isolée. Et voici une carte des chevaux en l'an 2000. Lors de la dernière grande estimation nationale faite par des scientifiques australiens. Le nombre de chevaux, il est alors estimé à 400 000 à travers tout le pays. C'est tout simplement la plus grande population de chevaux en liberté dans le monde. Alors comment on est passé de ça à ça en à peine plus de 200 ans. À partir de 1788, les premiers colons européens débarquent et s'installent en Australie. Ce sont ces premières flottes qui apportent les premiers chevaux. Those started to reproduce, but each ship that came bought more. Before the motor car, you needed a horse for anything, to go to your shopping, for police work, for the army, for ploughing land, for carting equipment, anything. So then what happened was the motor car came in, so a lot of people just let their horses go. La suite, je vous la fais rapide. Au fur et à mesure des années, de plus en plus de chevaux sont relâchés dans la nature. Et dans... Encore une fois, l'humain est responsable. Voilà. Comme de toute façon, de tout ce qu'on a pu dire avant, en parlant des autres espèces endémiques, des autres espèces invasives, toujours une question de l'humain qui ramène ces espèces-là, quoi. Dans ce pays isolé qui n'a connu aucun... Et là, en fait, il va en parler un peu, mais on parlait de biodiversité, de conséquences sur la biodiversité. Malheureusement, les chevaux ont un impact négatif sur la biodiversité et les autres espèces en Australie.
Aucun chevaux jusqu'à présent, ils se multiplient assez rapidement. There's absolutely no predators that can kill a horse. They eat everything that they can get a hold of, and they increase their population between 10 and 15% a year. So, and then people keep releasing horses. En parallèle, ils deviennent progressivement des symboles culturels assez importants pour toute une partie des Australiens. Part of the heritage they've also created is the poems and the paintings and the children's stories. So people deliberately go into the park to try and find wild horses because it makes them feel so much better within themselves, seeing the wild horses surviving on their own without human intervention. Donc pour résumer, des chevaux... Je trouve que c'est pas un argument très valable de dire en fait ça fait plaisir aux gens de voir des animaux sauvages, enfin des chevaux sauvages, donc faut pas qu'ils disparaissent. S'ils sont envahissants, si c'est une espèce envahissante et s'ils empêchent les autres espèces de proliférer, enfin les espèces endémiques de proliférer, je vois pas en quoi ça pose problème qu'ils disparaissent. Enfin, je veux dire, c'est pas une attraction pour les humains, normalement. Les chevaux, il y en a aujourd'hui un peu partout en Australie et ils sont déjà abattus dans certains états. Mais aujourd'hui, le débat se cristallise notamment dans un état en particulier, la Nouvelle-Galles du Sud, où comme on l'a dit, les tirs avaient été interdits et viennent d'être réautorisés. On va voir pourquoi. Le lieu concerné, c'est plus précisément le parc national de Kosciuszko, le plus grand parc de cet état. Il est situé dans ce qu'on appelle les Alpes australiennes. Alors oui, moi aussi quand j'ai lu ça, j'ai pensé à ces Alpes-là, mais rien à voir, on est bien en Australie, et c'est la plus haute chaîne de montagnes du pays. Reprenons l'histoire des chevaux. Ce parc national de Kosciuszko, si on reprend les estimations du gouvernement, il abrite moins de 2000 chevaux dans les années 2000. Ce nombre passe ensuite autour de 5000, avant d'augmenter fortement pour atteindre entre 14 500 et 23 500 chevaux en 2022. C'est énorme. 20 ans plus tard, il y aurait donc entre 7 et 20 fois plus de chevaux et cette tendance à la hausse s'accélérerait. They're now shooting in New South Wales on a mass scale because there they claim to have 80,000 wild horses in the park. We say they can't possibly. That's a lot of horses, even over a large area. Comme vous venez de l'entendre, les estimations des autorités sont remises en cause par certains opposants, et notamment Jill Pickering, qui reconnaît néanmoins une possible augmentation. D'autres organisations australiennes, notamment scientifiques, soutiennent la méthode utilisée et partagent l'analyse sur la tendance. Ce rapport récent du Sénat australien indique « Peu importe quel est le nombre exact de chevaux aujourd'hui, nous avons des preuves claires d'une tendance à la hausse, qui doublera ce nombre dans un avenir proche. » Ok, mais pourquoi cette augmentation, ça pourrait, selon certains, justifier d'en abattre des milliers par hélicoptère? Ces photos ont été prises dans le parc de Kosciuszko. Elles montrent des transformations provoquées par la présence des chevaux. When I asked what is that damage, they said they eat the grass, they roll and leave roll pits, and they drop down. But they use words like smothering the land to persuade people that these horses, nice as they are to look at, are terrible in a national park. Bon, je trouve que c'est hyper... Enfin, le travail de Brut est bon puisqu'on a une vraie nuance entre les différentes parties. Après, je trouve que ces arguments ne sont pas convaincants, quoi. Et je la trouve... En fait, elle a quand même une tendance à diminuer les arguments scientifiques, encore une fois, pour privilégier la beauté et le côté empathique parce que ce sont des animaux que l'on trouve beaux, etc. Je suis désolée, c'est un mauvais argumentaire. On n'est clairement pas sur quelque chose de scientifiquement parlant. Je pense qu'il y a d'autres moyens de faire de s'opposer. So all of the soils and all of the... Et on sait très bien qu'une destruction des sols ont des conséquences importantes. Donc, environments evolved without hooved animals.
And so a hoof is a very sharp thing. It digs into the ground. And so when you go into areas that have a lot of horses, you can see there's trails where they've crushed the vegetation, and there's some really rare environments in these Alps. The 4 species of freshwater crayfish that I work with, that they need really clear, fast-flowing water. And when you push all of that dirt and mud into the waterways, none of these animals can survive. Selon le comité scientifique des espèces menacées, ces perturbations pourraient même contribuer à la disparition totale de certaines espèces de plantes ou d'animaux locaux. Selon eux, c'est par exemple le cas de ces 12 animaux vertébrés comme ces lézards, comme ce rat, comme ces poissons galaxia ou ces grenouilles corrobories. C'est pour ces raisons que l'État de Nouvelle-Galles du Sud a décidé de recourir au tir par hélicoptère pour diminuer la population de ces chevaux. Et ils sont prêts à en mettre les moyens. Selon le Conseil des espèces invasives, le coût de cette technique est estimé en moyenne à 85 $ australiens par cheval, ce qui voudrait dire plus d'1 million au total. Le plan actuel, il vise à limiter le nombre de chevaux à 3000 d'ici 2027, contre 14 500 à 23 500 actuellement selon les autorités, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc entre 14 000 et 20 000, je crois, c'est ça, et quelques milliers finalement. Donc en fait, ils veulent pas non plus complètement les faire disparaître. Tout à l'heure. We do agree that too much of anything is not good, and that even if there were, say, 10,000, they should manage to that level a number that is safe for the natives, plants, animals, safe for the genetics of the horse, which for Kosciuszko we would say is 4,000 horses. The current act is supposed to retain 3,000. Jill Pickering, elle demande notamment d'effectuer des comptages précis pour voir si les abattages de chevaux aident réellement les espèces menacées ou non. De son côté, le rapport du Sénat conclut « Les impacts négatifs démontrables et visibles de la population actuelle et sa tendance à la hausse justifient une action urgente. » Horses don't belong here. Horses survive across the world. They live everywhere. So the choice is between something that is common and domesticated and found throughout the world versus a whole suite of species, a whole group of plants, a whole ecosystem that is found nowhere else on the planet. So to me, the balance is easy. Je me suis alors demandé si en admettant qu'il faille réduire le nombre de chevaux, il n'y avait pas des techniques alternatives à l'abattage. Revenons fin octobre 2023, quand l'État de Nouvelle-Galles du Sud annonce le retour de ces abattages par hélicoptère. L'organisation de Jill Pickering, l'Australian Brumby Alliance, se dit consternée par cette décision. Elle met en avant plusieurs autres solutions. Increase the trapping program for rehoming. So you put that inside the trap and then you wait till a certain number in there, then you remotely trigger the gate to close. Là, ces arguments deviennent intéressants, je trouve. And then they sell them to the public. We say you use fertility control, which is dark, and that stops them producing foals for between 2 and 4 years, depending on the serum they use. What they are doing now, which we also don't support, but at least it's less inhumane, is ground shooting, like people that shoot deer, that go out and shoot horses for the government. Selon le rapport du Sénat, le relogement n'est pas suffisant pour faire baisser la population, et les techniques de stérilisation ne seraient pas assez efficaces à cette échelle. Si on reprend les données du gouvernement, voici le nombre de chevaux qu'il aurait fallu retirer du parc pour limiter l'augmentation de la population. Ce nombre, c'est uniquement pour stopper la croissance du nombre de chevaux. C'est pas pour réduire la population comme c'est prévu aujourd'hui. Et voici dans les faits les chevaux qui ont vraiment été retirés ou éliminés par les méthodes employées jusqu'ici dans le parc. Le rapport du Sénat conclut que le tir aérien, dans des conditions strictes, est l'option de gestion la plus humaine et la plus efficace. You're never going to get enough without going in with a helicopter with trained sharpshooters and killing herds of them all at once. There's just no way of getting a handle on it. There's just too many animals and it's too rough a country. Un autre point de débat est ce que deviennent ensuite les carcasses des chevaux abattus. La ministre de l'Environnement a annoncé que la plupart resteraient sur place, mais qu'elles seraient éloignées des plans d'eau ou des endroits les plus fréquentés. On l'a compris, c'est un débat ancien, parfois même violent, qui continue d'animer l'Australie. D'un côté, les défenseurs des chevaux militent contre un traitement qu'ils trouvent inhumain.
C'est très utile au vu du nombre, visiblement. En fait, j'ai quand même l'impression que les arguments en faveur de cette technique sont plutôt justifiés d'une certaine manière. Après, ça, c'est inhumain. But they are now, we find, shooting in the areas first where they're supposed to be retaining the horses. Aerial shooting is terrible on animals. De l'autre, des défenseurs du parc et... Après, je suis d'accord avec elle que c'est ultra violent et c'est inhumain de faire ça. Mais j'ai l'impression qu'ils sont quand même face à un mur, là. Et plusieurs universités défendent cette solution comme la moins pire pour essayer de protéger la biodiversité locale. I have a horse, and they're an amazing creature. You don't want to kill them, but I also want to save the creatures that actually evolved there. And I know that there are other places that horses can live. J'espère que cet épisode de la Grande Bon, ça nous donne une petite idée du traitement, mais je trouve que la vidéo était plutôt bien faite. Et ça parle des chats. Oh là là. Mais en fait, il a fait plein de vidéos, c'est hyper intéressant. Bon, la prochaine fois, on ira peut-être voir les autres. Je regarderai s'il n'y a pas des trucs intéressants à regarder. Mais un chat interdit. On dirait un léopard. Un guépard. Des chiens contre nature. Bon. On verra la prochaine fois. Il est 16h30. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. En tout cas, c'était un plaisir de discuter. Comme d'habitude, toujours un plaisir. Ok, les vidéos sur les chiens avec les bulldogs est très cool. Après, ça m'intéresse. Je pense sincèrement que c'est clairement de la maltraitance de faire ça à des chiens, mais ça, ce n'est que mon avis, comme d'habitude. Mais ça peut être intéressant de la regarder. Je la note peut-être potentiellement pour la première fois. Ouais, je vais y aller. Il est 16h30. C'est la fin de la journée pour moi. Ça fait 1h30 qu'on est en live. Peut-être que je devrais commencer plus tôt pour faire plus longtemps. Mais en tout cas, c'était très intéressant. C'était des échanges très intéressants, comme d'habitude. L'heure du goûter, bien évidemment. Je vous dis à dans quelques semaines. Voilà, comme d'habitude, suivez-nous sur les réseaux sociaux pour pouvoir savoir quand est-ce que faire live. Et puis très très hâte de vous retrouver au Muséum de Nantes fin mars pour l'occasion. Voilà, bonne fin d'après-midi. Je vais peut-être repasser sur mon petit plein écran. Je vous souhaite à tous une très 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 bonne fin d'après-midi, un bon goûter, voilà, profitez bien. Ici on a du soleil, ça fait très 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 plaisir. Et puis voilà, à la prochaine, fin mars. Bye.